Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour l'entretien d'actu. Des usines qui ferment, des plans de licenciement qui se multiplient, les dividendes qui fleurissent. Alors qu'Emmanuel Macron prônait une politique de réindustrialisation de la France qui devait rattraper ses voisins allemands et italiens, les chiffres 2025 montrent une baisse nette des industries françaises. Pourquoi cette politique ne fonctionne-t-elle pas? Que se passe-t-il? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui pour notre entretien d'actu Anaïs Voigilis, docteure en géographie et chercheuse associée au sein du laboratoire CEREG, Centre de recherche en gestion de l'Université de Poitiers. Vous êtes l'autrice de plusieurs ouvrages et notamment d'un livre paru en janvier dernier aux éditions des Presses de la Cité et nommé « Pour une révolution industrielle ». Bonjour. Bonjour. Avant de démarrer, je vous rappelle que si nous pouvons aborder ce genre de thème aussi librement, c'est grâce à vous. L'extrême droite, aidée par des médias financés par les milliardaires, cherche à imposer sa vision. Face à cela, le média lance Riposte, une campagne citoyenne cruciale pour bâtir une chaîne d'information indépendante et populaire. Sur les réseaux sociaux et la TNT francilienne, nous voulons porter des voix différentes. Cette bataille pour la démocratie nous concerne tous. Rejoignez-nous et soutenez la riposte sur campagne.lemediatv.fr. Au premier semestre 2025, la France a perdu 23 sites industriels. 60 ont ouvert, mais 83 ont fermé, notamment dans les domaines de l'agroalimentaire et de l'automobile. Et on ne parle que de 2025. Anaïs Voigilis, que doit-on déduire de cette tendance ? En effet, ce qu'on constate depuis 2025, mais en fait en 2024, on avait déjà cette situation, c'est que après des années plutôt positives, c'est-à-dire que à partir de la fin 2017, on commence à recréer de l'emploi dans l'industrie manufacturière, même dans des secteurs qui ont été emblématiques de la désindustrialisation, comme le secteur de l'habillement ou du textile. Alors, on neutralise bien entendu dans cela la période 2020 avec le Covid, mais on était plutôt sur une tendance positive. On crée de l'emploi industriel, on ouvre plus d'usines qu'on enferme, que ce soit dans des secteurs existants ou des startups qui annoncent des créations de sites. Et depuis 2024, on voit une inversion de tendance où on revient dans le rouge, on ferme plus d'usines qu'on en ouvre, on a de la destruction d'emplois industriels. Et il y a plusieurs facteurs pour expliquer ça. En fait, c'est quelque chose qui va toucher différents secteurs. Là, vous parliez de l'automobile et de l'agroalimentaire. Il y a aussi le secteur de la construction qui est très touché. Alors, dans le secteur de la construction, on a bien entendu tout ce qui va être maîtrise d'ouvrage, etc. Mais quand le secteur de la construction va mal, et par exemple, c'est toute la filière qui va mal. Donc, ça va impacter, par exemple, les fabricants de matériaux, donc de bois ou de verre. Mais si vous avez aussi l'automobile qui va mal, et dans la filière, vous allez aussi avoir des impacts. Et ça, c'est dû à la fois à une baisse de la demande en Europe. L'Europe est plutôt sur une demande atone, on le voit, il n'y a pas de croissance. Une demande aussi qui ne se tient pas en Chine, donc les producteurs chinois voyant à la fois la faible dynamique du marché interne et aussi la situation du marché américain qui se ferme, ils cherchent de nouveaux relais de croissance et donc ils viennent en Europe. Et on voit que les exportations depuis la Chine n'ont fait qu'augmenter depuis début 2025. On a des facteurs aussi qui sont liés au prix de l'énergie, qui ont pu mettre à mal un certain nombre de sites, et notamment les sites grands consommateurs d'énergie. On a des repositionnements de filières, c'est ce qu'on voit dans le secteur de l'automobile, la conversion du thermique vers l'électrique qui impacte à la fois des sites qui ne sont pas touchés par cet changement technologique, mais qui voient les stratégies des grands donneurs d'ordre évoluer. Et donc qui se retrouvent soit en déficit d'activité, soit à devoir fermer. Et la dernière chose qu'on peut constater, c'est qu'on parle aussi beaucoup des fermetures, mais on a aussi tous les cas de sites qui font des plans de réduction des coûts, qui peuvent aller jusqu'à des plans sociaux, des sites qui tournent pour une majorité pas à pleine capacité, c'est-à-dire qu'ils peuvent conserver la même masse salariale, mais une unité de production ne fonctionne pas à 100%. Et ça, c'est un cas qui se généralise. Et donc là, la situation, elle est compliquée. L'Europe ne réagit faiblement. On voit ce qui est en train de se passer avec les États-Unis. La demande qui ne progresse pas et une structure de coûts qui reste plus élevée face à des appétits d'États hors européens très développés. Donc, c'est plutôt inquiétant comme portrait, malgré tout ce qu'on essaye de mettre en place pour favoriser la réindustrialisation. Le poids de l'industrie dans le produit intérieur brut de la France ne décolle pas depuis 10 ans déjà.
malgré cette politique effectivement qui se veut volontariste de l'exécutif, est-ce que cette politique de réindustrialisation, c'est un vrai plan industriel ou est-ce que c'est des effets d'annonce qui sont pas tout à fait efficaces ou en tout cas qui ne correspondent pas à la réalité de la situation, d'après vous? Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet. En fait, c'est un vaste débat. Alors, c'est vrai que la réindustrialisation, aujourd'hui, c'est un sujet qui fait consensus dans la classe politique. Tout le monde en parle, tout le monde dit il faut réindustrialiser. Ça va de la gauche à la droite, en passant par François Bayrou, qui, dans son discours il y a quelques semaines, parlait de relancer la production en France. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'en effet, le poids de l'industrie manufacturière dans le PIB, il stagne d'environ 10 points de PIB. En comparaison, la moyenne européenne, c'est 15%, c'est 15% aussi en Italie, c'est plutôt 17 à 18% en Allemagne. On est plutôt sur une stagnation et ce qu'on a vu avec les réouvertures de sites à partir de post-Covid, etc., dont je vous parlais, c'est plutôt qu'on a arrêté de désindustrialiser, on a arrêté de détruire de la capacité industrielle sur le territoire français. Pour autant, on n'a pas vraiment réengagé une réindustrialisation. Et c'est vrai qu'on a mis des moyens conséquents sur la table, comme 50 milliards d'euros qui ont été mobilisés au titre de France 2030 et d'autres dispositifs qui ont été développés. Mais je reviendrai dessus plus tard sur cette politique de l'offre. Ce qu'il faut, à mon avis, noter, c'est que on parle de politique industrielle, de volonté de réindustrialiser dans un contexte où il y a des surcapacités de production mondiale. On voit que la Chine est excédentaire dans un certain nombre de domaines, que ce soit la production de panneaux solaires, l'acier et les batteries. Elle a aussi une très forte capacité de production de batteries pour véhicules électriques. Et que nous, face à ça, finalement, on ne réinterroge pas les politiques qui pourraient nous permettre de favoriser la réindustrialisation de la France. C'est-à-dire que la politique de l'offre, déjà qui est relativement mal ciblée, elle n'est pas suffisante en termes d'instruments pour favoriser la réindustrialisation quand vous avez des pays qui font très ouvertement du dumping social, environnemental ou fiscal. Par ailleurs, la réindustrialisation de la France, elle se pose dans le contexte européen où la situation de la France, en fait, on est le mauvais élève ou le vilain petit canard de l'Europe en matière industrielle, puisque je vous le disais, la moyenne européenne en termes de poids de l'industrie manufacturière dans le PIB, c'est 15%. Nous, on est à 10%. On a une balance commerciale qui est largement déficitaire, c'est-à-dire qu'on importe beaucoup plus qu'on exporte et on a perdu des savoir-faire, on a déstructuré des écosystèmes avec la désindustrialisation. Et cette volonté de réindustrialiser, en tout cas de renforcer la base industrielle, elle ne date pas d'Emmanuel Macron. Déjà, sous Hollande, on en parlait avec le ministère du redressement productif d'Arnaud Montebourg et le rapport Louis Gallois. On en a parlé aussi en 2008-2009 avec les États généraux de l'industrie qui ont été consécutifs à la crise financière et économique de 2008. Et donc, on a mis en place une politique de l'offre en France, mais qui finalement, cette politique d'amélioration de la compétitivité, elle a porté peut-être ses fruits à certains égards, mais elle reste relativement insatisfaisante. Et si on explique juste pour les gens qui nous écoutent ce qu'est la politique de l'offre, derrière, c'est les allégements du coût du travail avec le crédit impôt compétitivité emploi qui a été 2013-2019 puis qui est devenu un abaissement pérenne des cotisations sociales. C'est la volonté de stimuler l'investissement avec France Relance, France 2030 ou des choses comme le suramortissement ou le soutien à certaines filières. C'est des mesures en faveur de l'innovation, de la R&D, de la formation pour tout ce qui est compétitivité hors coût. Et c'est tout le travail sur l'attractivité du territoire, notamment avec la question de la fiscalité et tout ce qui est promu dans le cadre de Choose France par Emmanuel Macron. Et si la compétitivité coût, elle s'est légèrement améliorée parce qu'on a réduit l'écart avec l'Allemagne, c'est pas totalement satisfaisant. Le climat de l'investissement est meilleur puisqu'on voit qu'on a des grands acteurs qui ont envie de s'implanter en France. Mais à côté de ça, l'efficacité macroéconomique de dispositifs comme le CICE sont largement discutables puisque c'est une politique horizontale, donc il ne favorise pas un secteur ou une industrie plus qu'une autre. On a toujours un déficit très fort en compétitivité hors coût et qui est aussi lié au sous-investissement dans l'outil de production. Aujourd'hui, on a un outil industriel qui est moins performant que d'autres pays européens et qui est moins performant aussi que la Chine parce que la Chine, on est sur des usines qui sont beaucoup plus récentes que ce qu'on a en Europe. On a un retard technologique dans des secteurs clés, semi-conducteurs, batteries pour véhicules électriques, machines-outils. Et la dernière chose, parce
que je commence à devenir longue sur cette politique de l'offre, c'est qu'elle n'est pas ciblée, comme sont des politiques uniformes, allègement de charges par exemple, donc on ne distingue pas le secteur. Il n'y a pas d'engagement, je veux dire, on donne... Non. Et ça, c'est une autre faiblesse de ces politiques-là, c'est-à-dire il y a cette logique trop horizontale, mais il n'y a pas de contrepartie, c'est-à-dire qu'on injecte littéralement des milliards cumulés sur plusieurs années sans forcément avoir un retour en termes d'emploi, d'investissement ou de relocalisation. Donc du coup, l'efficacité de cette politique de l'offre, elle est insatisfaisante et on pourrait dire, mais il y a d'autres pays qui ont mis en place une politique de l'offre et qui ont eu des résultats satisfaisants, on pense à l'Allemagne ou au Danemark, et je pense qu'une des grandes différences entre l'Allemagne et la France, c'est qu'il y a quand même une articulation entre le soutien public et le dialogue social ou le dialogue au niveau territorial, régional, qui est fait pour avoir des politiques beaucoup plus structurées. Et la dernière chose, parce que j'ai beaucoup de critiques à faire à cet encontre, qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sujet de compétitivité en France, mais la dernière chose, c'est que c'est vraiment des politiques qui manquent de cohérence entre d'autres politiques. On n'aligne pas les objectifs de politique de formation, d'aménagement du territoire ou d'innovation, et donc on a des tensions qui persistent sur les compétences, sur les inégalités territoriales qui sont croissantes, sur la faible montée en gamme, etc. Donc vous voulez dire qu'on injecte beaucoup d'argent, mais qu'en même temps, la structuration de l'organisation de cette réindustrialisation n'est pas présente. Il y a deux faiblesses selon moi. La première, c'est qu'une politique de l'offre, sans essayer de rééquilibrer les rapports de force internationaux, donc en travaillant par exemple sur la politique commerciale de l'Union européenne, sur la réciprocité beaucoup plus forte dans les normes, elle est un peu... inefficace, enfin insuffisamment efficace, de la même manière qu'on n'articule pas forcément cette politique de l'offre avec comment est-ce que la commande publique peut jouer son rôle en faveur de l'industrie. La deuxième chose, c'est qu'on cible pas du tout les aides. Il faudrait hiérarchiser les secteurs et ça, faire des critères. Est-ce que ce qui prime, c'est la souveraineté, la transition écologique, la cohésion sociale? Mais en tout cas, se dire qu'il y a peut-être des choix à faire parce qu'en France, on ne pourra peut-être pas tout faire et donc faire ces choix en fonction des objectifs qu'on poursuit. Peut-être que c'est aussi un sujet de concentrer sur certaines filières au regard de nos objectifs, donc la mobilité bas carbone, l'agriculture et l'industrie agroalimentaire, la santé. Enfin, ça, c'est des choix de société. C'est pas moi, en tant que chercheuse, qui peut te dire quels sont les meilleurs secteurs. C'est vraiment à réfléchir et ensuite descendre au niveau de la chaîne de valeur les maillons qu'on veut mesurer. Et surtout, essayer de mesurer les aides, l'effet des aides, parce qu'aujourd'hui, on a des aides qui sont générales et donc les effets sont beaucoup plus difficilement mesurables. Toutes les personnes qui font de l'évaluation de politique publique se rendent bien compte que plus c'est générique, plus l'effet réel est difficile. Et en particulier, aujourd'hui, comme ces aides, elles sont à la fois, quand on est sur des aides à la demande, elles sont aveugles à l'origine du produit qui peut être soutenu par un crédit d'impôt, par exemple. Mais quand on prend des aides générales, elles différencient pas forcément les secteurs qui sont exposés à la concurrence internationale de ceux qui ne sont pas exposés à la concurrence internationale et qui, de fait, ont peut-être moins besoin d'être soutenus parce que leur marché est ici et que l'enjeu, c'est plutôt de soutenir le reste de l'économie pour que ces secteurs se développent plutôt que de les soutenir en tant que tels. Si le reste de l'économie ne se développe pas, c'est de subventionner de l'emploi et des activités de manière non pérenne. Alors, vous parliez de l'Allemagne, du Danemark, il y a aussi l'Italie. Pourquoi est-ce que eux, ça marche mieux que chez nous? Il y a plusieurs éléments. Une des premières choses sur l'Allemagne et l'Italie, alors je vais les dire, mais qui ne sont pas forcément dans un ordre hiérarchisé, mais la première chose, c'est qu'en France, on se dit, la solution, c'est les grands groupes. Et on revient toujours sur, il faut faire un Airbus de ci, un Airbus de ça, parce que le tissu industriel français est structuré autour de grands donneurs d'ordre, des grands groupes de l'automobile, de la santé, dans l'aéronautique, qui sont des groupes qui sont issus de l'héritage gaulo-pompidolien, organisés autour de filières avec ces grands donneurs d'ordre. Or, ce qu'on constate, c'est que globalement, ces grands groupes, ils ont aussi une responsabilité dans la désindustrialisation. Et quand on regarde le tissu industriel italien ou allemand, on se rend compte qu'en Allemagne, il y a énormément d'ETI qui se sont développés. En Italie, ce sont beaucoup de PME. Et donc finalement, la réussite industrielle, elle ne passe pas que par l'existence de grands groupes, mais plutôt par des phénomènes de spécialisation. En Italie, ils sont spécialisés sur des marchés de niche avec une maîtrise de la chaîne de valeur par des proximités territoriales, ce qu'on appelle les écosystèmes territoriaux, où des entreprises appartenant à une même chaîne de valeur coopèrent beaucoup ensemble. On retrouve aussi ce phénomène de spécialisation, soit sur des marchés de niche, soit sur des marchés très forts à l'export en Allemagne,
notamment c'était tout ce qui était autour de la machine-outil, même si aujourd'hui l'Allemagne est en phase de désindustrialisation et voit ses marchés cœurs être très fortement concurrencés par des acteurs chinois, notamment dans le domaine de l'automobile et de la machine-outil. Le troisième facteur qui est à mon avis très important, et c'est la coopération entre ces acteurs et la capacité de jouer ensemble et avoir la volonté de favoriser le tissu productif italien en Italie ou allemand en Allemagne, ce qui est beaucoup moins vrai en France. Il y a très peu de solidarité en France. On a beaucoup plus tendance à avoir recours à des fournisseurs étrangers avec des grands groupes qui se sont en plus très fortement internationalisés. Il y a deux autres choses qui sont intéressantes en Allemagne à étudier. C'est la nature du capital des entreprises avec des banques très proches des entreprises, des familles qui détiennent encore beaucoup le capital des entreprises et globalement un actionnariat qui s'est peut-être beaucoup moins internationalisé que ce qu'on voit dans les grands groupes français. Et donc ça, ça favorise les décisions aussi long terme. Et la dernière chose, c'est aussi le poids des salariés dans les conseils d'administration des grandes entreprises avec un dialogue social qui est très différent de ce qu'on voit en France et donc aussi un taux de syndicalisation qui est plus important, donc avec des rapports de force qui sont différents. Ça ne veut pas dire qu'en France, on n'a pas de quoi réussir, mais je pense qu'on ne peut pas poser la question de la réindustrialisation sans considérer le contexte européen, le contexte international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit on a envie de réindustrialiser, mais en fait, d'une certaine manière, la nature ayant horreur du vide, et parce que nous ne produisions plus, c'est produit ailleurs dans le monde, puisqu'on n'a pas de rupture d'approvisionnement et autres. Donc, si on veut produire plus en France en se disant que on est aussi dans un contexte de transition écologique, de frugalité, de fin de l'abondance, c'est-à-dire les ressources maintenant on sait qu'elles sont finies, donc on doit changer le modèle industriel. Donc si on se dit qu'aujourd'hui on gère plutôt des stocks, ça appelle aussi à repenser le modèle industriel et de se dire qu'il ne s'agit pas de se dire on a envie de produire sur le territoire pour que ce soit suffisant. Il faut aussi, à mon avis, travailler beaucoup plus fortement sur le changement des règles du jeu pour pouvoir sortir notre épingle du jeu. Ce qui est intéressant, c'est que le 10 juillet dernier, une commission d'enquête parlementaire a rendu un rapport visant, je cite, à établir les freins à la réindustrialisation de la France. Et à cette occasion, l'un des rapporteurs, issu de la majorité présidentielle, évoque que la politique économique menée depuis 2017, disant qu'elle a permis d'engager la réindustrialisation de la France et a constitué, donc je cite, un véritable tournant après plus de 30 ans de déclin industriel dans notre pays. C'est quand même très optimiste. J'ai l'impression par rapport à ce que vous nous dites. Qu'est-ce que vous en pensez de cette position ? À certains égards, je pense que par exemple le plan France 2030, même si on peut émettre des critiques sur France 2030, ça a pu constituer un tournant parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas consacré autant d'argent public à la réindustrialisation. Il y a des choses qui ont été faites sur la compétitivité des entreprises pour attirer plus de capitaux étrangers sur le territoire. Donc on ne peut pas dire que tout est insatisfaisant ou mauvais. Il y a des choses qui fonctionnent, mais à mon avis, on a totalement sous-estimé le fait que la question industrielle était aussi une question diplomatique. Et ça, je renvoie à l'affaire des sous-marins. Et je renvoie aussi à ce qui s'est passé dans les sous-marins australiens. Oui, les sous-marins qu'on devait vendre à l'Australie, on s'est fait doubler par les États-Unis avec une annulation de commande. C'est une question diplomatique, qui se joue à l'échelle européenne aussi, c'est-à-dire considérer que on a des intérêts qui peuvent être désalignés avec l'Allemagne, mais qui peuvent être alignés avec d'autres intérêts. Et là, pour le coup, le ministre actuel de l'Industrie, Marc Ferracci, quand il essaye d'aller chercher des alliances avec, par exemple, des pays de l'Europe de l'Est sur la question de l'acier, la préservation de la production d'acier sur le territoire européen, pour essayer de contourner finalement un blocus qui pourrait venir d'autres pays, ça peut avoir du sens, c'est-à-dire se dire, en fait, en fonction des sujets, nos alliés vont être différents et il faut accepter de mettre beaucoup d'énergie, tant qu'on est dans le cadre européen, mettre beaucoup d'énergie pour faire évoluer le cadre d'une manière favorable à nos positions. L'autre chose qui est à mon avis un impensé ou un raté au-delà de cette question diplomatique, c'est le fait que, en fait, il faut qu'on se pose la question à un moment de pourquoi on veut réindustrialiser, au service de quoi, qu'est-ce qui est important de maîtriser sur notre territoire, dans les chaînes de valeur. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne pose pas assez la question. Et c'est une question qui ressort aussi dans les projets de contestation. Parfois, on se dit, les gens qui contestent certains projets d'implantation d'usines sont contre l'industrie. Et je crois que dans certains cas, alors oui, il y a des gens qui sont contre l'industrie parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir des pollutions à proximité. Il y a un certain nombre d'incohérences dans le discours. Mais il y a aussi des cas où ce qui est questionné, c'est le modèle de société qu'on soutient
avec ce type d'industrie. C'est par exemple le combat qui se passe autour d'une usine de laine de roche à Soissons. C'est des questions qui peuvent être posées à travers l'ouverture d'une ligne de lithium. Je ne suis pas convaincue que fondamentalement les gens soient opposés à l'ouverture d'une mine de lithium, mais on entend des gens dire oui, mais produire du lithium, si c'est pour fabriquer des SUV, eh ben, c'est peut-être pas compatible avec nos objectifs environnementaux. Donc là, il y a un vrai travail de se demander pourquoi on veut l'industrie et comment on va réconcilier la question industrielle avec la question environnementale et la question de l'ancrage territorial avec cette question d'aménagement du territoire qui n'est pas du tout en fait posée, je trouve, dans notre politique de réindustrialisation. On a des concentrations de certaines activités à certains endroits, ce qui peut avoir du sens. Il y a d'autres endroits où c'est beaucoup plus difficile d'implanter des activités. Donc il y a besoin à la fois de se dire que c'est un enjeu diplomatique et géopolitique qui appelle à un changement de règles. Il y a un enjeu de définir pourquoi on veut de l'industrie sur le territoire et au service de quel projet de société. Et la dernière chose, c'est comment est-ce qu'on passe de politiques très nationales à des politiques beaucoup plus territorialisées et en amenant les acteurs locaux à se saisir aussi de ces questions-là et de leur avenir aussi. Parce qu'effectivement, Emmanuel Macron prône donc des mesures de compétitivité des entreprises françaises sur un marché mondial émanant de pays, notamment comme la Chine, qui n'ont pas du tout les mêmes normes sociales et les mêmes normes environnementales. Donc ce qui nous oblige, nous, à finalement aller dans une sens de compresser nos normes sociales pour rester compétitifs face à des pays donc, qui n'ont pas les mêmes normes. Est-ce que, effectivement, est-ce que ça fonctionne pas, ce modèle-là? Il faut vraiment qu'on fasse totalement autrement, en fait. Alors, la question de la compétitivité, je pense que c'est un sujet qu'on pose depuis très, très, très longtemps et qui, je crois, est un discours qui aujourd'hui ne marche plus puisque des générations de travailleurs ont entendu ce discours sur la compétitivité avec un discours de compression des coûts et pour autant, in fine, ça s'est traduit par des fermetures de sites, par des suppressions d'emplois. Aussi parce qu'on est dans un contexte où on s'est habitué à consommer très rapidement beaucoup de choses à des prix très bas. Donc, on ne paye plus aujourd'hui, dans une majorité de cas, le vrai coût environnemental et social de nos consommations. Et donc, derrière, quand on dit si on augmente les coûts, se pose des questions de pouvoir d'achat et comment on articule ces différentes politiques. Je ne pense pas que la question des coûts puisse être complètement exclue dans ce contexte-là, si on raisonne en termes de pouvoir d'achat, mais différentes manières d'appréhender le sujet serait de se dire peut-être qu'il y a un sujet sur la question des salaires, comment les salaires peuvent être améliorés. Il y a la question de comment est-ce qu'on peut redonner du pouvoir d'achat. Et là, je pense qu'il y a une vraie question autour du poids du logement dans le panier des ménages qui devient de plus en plus important. Il y a la question de la taxation entre le travail et le capital. Aujourd'hui, le travail est beaucoup plus taxé que le capital. Donc, il y a vraiment des rééquilibrages à faire de ce point de vue-là. Si on est dans un marché global et qu'on ne veut pas rééquilibrer les choses aux frontières, la question du coût et de la compétitivité se pose. Maintenant, si on ne veut pas renier un certain nombre d'autres choses qu'on a par ailleurs, à la fois nos normes environnementales, le modèle social dans lequel on est, ça nous oblige à faire venir les autres sur le terrain de nos normes et s'aligner sur les normes qu'on met. Et donc ça, c'est un rapport de force et c'est commencer à faire de la politique et assumer que ça soit sur le territoire national ou en dehors, on ne va pas faire que des gens heureux. Vous parliez tout à l'heure des aides et des milliards d'argent public, finalement, qui sont versés aux entreprises, ou en tout cas de cadeaux fiscaux ou de cotisations, d'exonération de cotisations. Donc, une commission sénatoriale a chiffré à 211 milliards d'euros d'aides publiques en 2023. En parallèle, on vit pourtant une cure d'austérité en vue du budget 2026, avec l'annonce de baisse drastique dans les secteurs publics. Est-ce que l'austérité, ça permet une relance industrielle? Allez-y. Franchement, les mesures qui sont proposées, elles sont quand même, faut se dire, pas à la hauteur des enjeux. Moi, je suis pas convaincue que de supprimer 2 jours fériés soit un moyen de relancer la production en France ou la productivité. Le vrai sujet, c'est le taux d'emploi des jeunes, le taux d'emploi des seniors qui sont pas du tout adressés dans ces politiques, dans les propositions qui ont été faites. De la même manière, il y a eu tout un bouquet de mesures et on se demande
Qu'est-ce qu'on y met derrière? Maintenant, tout le monde se dit il faut une énergie, par exemple, à prix compétitif. Et ça, c'est un vrai sujet pour la compétitivité, notamment des grands consommateurs d'énergie, donc les productions d'acier et d'aluminium qui sont vraiment confrontés à un dumping en dehors de l'Europe. En fait, aujourd'hui, les grands consommateurs d'énergie, ils payent l'électricité à 42 € du mégawattheure grâce à un mécanisme qui s'appelle l'Arenh, que tout le monde a critiqué parce que ça permettait à des fournisseurs alternatifs de bénéficier de ce prix-là. Mais ça, c'était un outil de compétitivité. Et maintenant, on va proposer des prix qui sont beaucoup plus chers parce qu'en fait, on ne sait pas comment répondre à cette question-là. Donc, tout est pêle-mêle. On est sur un ensemble de petites mesures. Il y aurait un vrai truc à faire qui est, on remet à plat vraiment la fiscalité de manière générale. Je parlais de la fiscalité entre la fiscalité du travail et la fiscalité du capital. Il y a la question de la justice sur l'impôt des sociétés, parce qu'en fonction de la taille du groupe, vous payez plus ou moins d'impôts, vous avez plus ou moins de mécanismes de contournement de l'impôt. Plus vous avez de moyens de détourner. Plus on est gros, plus on est déjà équipé d'un point de vue fiscal pour optimiser sa fiscalité. Et derrière, vous avez peut-être plusieurs filiales. Vous pouvez pratiquer des prix de transfert en fonction de vos filiales. Vous pouvez choisir là où vous localisez votre siège. Enfin, il y a plein de choses pour abaisser la fiscalité, contrairement à une PME ancrée sur le territoire qui, globalement, ne peut pas jouer avec les mêmes... Alors que c'est pourtant elle qui, en Allemagne, c'est ce type de PME qui, en Allemagne et en Italie, font vivre le tissu industriel. Mais oui, très clairement. Mais ça pose aussi la question de comment on rééquilibre la fiscalité pour éventuellement avoir cette harmonisation. Parce qu'on est aussi dans un contexte de dumping fiscal très fort à l'échelle européenne. Et donc, il y a un enjeu d'harmonisation des politiques européennes. Parce que, en fait, globalement, l'Europe est quelque chose qui a du sens parce que ça devrait nous permettre d'avoir un rapport de force parce que c'est un grand marché. Mais en fait, c'est un marché qui aujourd'hui est insuffisamment intégré et sur lequel on peut jouer avec des mesures fiscales ou sociales différentes et donc permettre de baisser les coûts. Enfin, la Hongrie, pour attirer certaines activités, a littéralement abaissé sa fiscalité et ça se fait dans le cadre européen. Alors, on pourrait me rétorquer que dans le cadre des États-Unis, ça se fait aussi, qu'il y a des États où il n'y a pas d'imposition et d'autres où il y en a. Mais ça reste au final une nation derrière laquelle tout le monde se reconnaît. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens en Europe et en particulier en France, qui se sentent d'abord reconnaissants du drapeau européen avant de se sentir reconnaissants du drapeau français. Il y a une question aussi sur la financiarisation, parce que donc, du coup, en mai 2025, la CGT a recensé 281 plans de suppression de postes dans l'Hexagone sur un an, concentrés sur 4 branches d'activité. Ils ont compté à environ 300 000 emplois menacés sur le territoire, pour moitié dans l'industrie. Or, au même moment, on a les dividendes français qui ont atteint un montant record de près de 100 milliards d'euros, qui leur ont été reversés en 2024. Comment est-ce qu'on explique une telle distorsion? Est-ce qu'il n'y a pas une surfinanciarisation dans ces milieux? Vous parliez de grands groupes tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une logique un peu perverse, ou je ne sais pas comment la qualifier, de surfinanciarisation du milieu industriel? Très clairement, il y a une financiarisation qu'on voit depuis la fin des années 80, le début des années 90, et qui a un impact aussi sur les stratégies d'investissement des entreprises, puisque à la fois, ça peut être des entreprises qui appartiennent à des fonds d'investissement, qui sont rachetées dans le cadre de ce qu'on appelle un LBO. Donc un LBO, on contracte une dette. Alors un LBO, dites-nous ce que ça veut dire. Leverage buyout. Donc c'est... un fonds d'investissement va investir dans une entreprise, va racheter une entreprise partiellement ou totalement. Ça va être avoir différentes hauteurs dans le capital. Il va apporter de l'argent pour acheter le capital de l'entreprise et en parallèle, l'entreprise va contracter une dette pour arriver à la valorisation qui est donnée. Mais cette dette, il faut la rembourser chaque année. Et donc, le remboursement de la dette, c'est de l'argent qui n'est pas mis dans de l'investissement. Et donc, il y a bien entendu un impact après sur les résultats de l'entreprise et donc sur les mécanismes de rétribution des salariés, des mécanismes de rétribution collective quand il y a des plans d'intéressement liés aux performances de l'entreprise. Il y a très clairement quelque chose qui se passe. Et de la même manière, je vous disais, on s'est tous habitués à payer les choses moins chères. Tout le monde s'est habitué aussi à contracter les coûts pour augmenter les marges et donc éventuellement la répartition. Alors, ça, je schématise un petit peu. L'autre chose qui est assez perturbante, c'est qu'on voit cette hausse des dividendes qui ne fait que
progresser dans certains groupes et avec le sentiment que ça ne se traduit pas forcément. Alors déjà, il y a les cas où il y a eu des aides publiques et il y a des annonces de fermeture. Donc là, on peut se dire, mais il y a en fait des oppositions dans les différents buts poursuivis. Et donc, il y a forcément quelque chose qui donne un sentiment un peu d'injustice ou de décorrélation. Et c'est aussi lié à la nature du capital de ces entreprises, hein, quand elles s'internationalisent, quand elles ont des directions qui ne sont plus forcément de nationalité française. Alors, je ne dis pas par là qu'il faut être franco-français, mais mécaniquement, quand qui sont loin de la réalité territoriale. attaché au territoire, vous allez prendre des décisions qui peuvent avoir plus d'impact sur un territoire que quand c'est le territoire dont vous êtes originaire et donc pour lequel vous avez un attachement ou en tout cas le sentiment que vous êtes plus redevable qu'autre chose. Donc c'est sûr que on est dans une situation qui est un petit peu paradoxale. D'un côté, on a des dividendes, de l'autre côté, on a des montants d'aide publique qui restent assez importants et des pertes d'emplois. Et des destructions d'emplois malgré les aides publiques. Je pense que c'est dans des cas, dans le cadre de France Relance, il y a des dispositifs sectoriels qui ont été mis en place, soutien sectoriel, et ça s'est traduit derrière par des annonces de restructuration, de fermeture. Donc il y a aussi une évaporation de cet argent public. En fait, finalement, ça ne sert même pas à maintenir l'emploi. Non, mais on peut se poser la question de la légitimité de ces aides publiques, voire même de leur possibilité de les rendre. En tout cas, je pense que, oui, devrait se poser la question de conditionnalité ou peut-être d'étudier peut-être un peu plus les plans et ce qu'il y a derrière, vérifier qu'elles atteignent réellement leur but. Et ça, c'est aussi avoir des moyens pour aller contrôler les aides qui sont distribuées, comment elles ont été mises en place. Alors, ça dépend aussi des agences qui vont distribuer les aides. Par exemple, je pense qu'une agence comme l'ADEME, qui donne des choses au titre de la décarbonation, a un suivi différent des aides attribuées que ce que peut faire la BPI dans le cadre de France 2030 ou de France Relance. Donc, et moi, je pense que cette question des dividendes, elle est d'autant plus intéressante à interroger quand on met en œuvre cette politique de l'offre, donc avec des baisses de cotisations sociales ou d'impôts, quand on met en place des subventions, des soutiens à l'investissement qui permettent, normalement, l'objectif serait à la fois de restaurer des marges. Qui dit meilleure marge pour les entreprises dit capacité à investir supplémentaire ou à redistribuer pour les salariés. Et donc, on vous cherche aussi à stimuler cet investissement, l'innovation ou la création d'emplois avec ces aides-là. Il se pose la question, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a permis de reconstituer les marges, si ce n'est pas réutilisé pour réinvestir, ou éventuellement, on pourrait imaginer aussi que l'État récupère une partie de l'argent qu'il a versé dans un système plutôt que de capitaliser les pertes et privatiser les gains, et se dire que certains gains peuvent peut-être être remis dans le pot commun finalement. On est sur une situation qui est très... Il y a à la fois des bonnes choses qui sont faites et à la fois des choses qui ne permettent pas d'avancer ou qui ne donnent pas le sentiment qu'on prenne le sujet par le bon angle. Alors, vous avez aussi beaucoup écrit sur la place de l'imaginaire dans l'appréciation que nous avons du rôle de l'industrie dans la société. Est-ce qu'en France, vous pensez que la part de l'échec de la réindustrialisation de notre pays est aussi liée à l'imaginaire qu'on peut avoir de cette industrie ? Oui, parce que en fait, pendant très longtemps, on s'est dit que l'industrie, elle n'avait plus sa place dans une économie dite moderne, qu'on pouvait se spécialiser sur les tâches en amont et en aval de la production, réputées à plus forte valeur ajoutée. On a dénigré les métiers manuels. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on le voit dans les systèmes de rémunération, globalement, les métiers manuels sont moins rémunérés que des métiers dits intellectuels. Enfin, c'est l'opposition entre col blanc et col bleu. Et en termes de représentation de la valeur de ces métiers, on se rend compte que il y a un sujet dans la société. Et derrière ça, on parle beaucoup du sujet de dire, on a dit aux enfants, si tu ne travailles pas bien à l'école, tu iras travailler dans une usine. Je pense aussi que derrière ça, c'est pas tant l'industrie qu'on critique. Est-ce que c'était pas aussi lié à la pénibilité du travail en usine ?
C'est la pénibilité, mais je pense que toutes les personnes qui ont été ou sont hôtesses de caisse ont entendu une remarque d'un parent dire si tu travailles mal à l'école, tu finiras caissière. Donc il y a la pénibilité et l'image qu'on a de ces métiers-là. L'industrie, elle a été phénomène de relégation sociale. Il ne faut pas non plus dire que tout est beau et tout est rose dans l'industrie maintenant. Il y a des métiers qui restent pénibles, difficiles, que c'est pas parce que on parle de cette pénibilité-là qu'on ne veut pas valoriser l'industrie, mais il faut, pour résoudre des problèmes aussi, les poser en toute honnêteté, et que par ailleurs, quand on dit maintenant les sites ils sont comme ça, tout beau, tout magique, on invisibilise des gens qui peuvent être dans une situation de souffrance au travail. Mais je crois aussi que derrière la critique qu'on fait de l'industrie, on a aussi critiqué une classe sociale. C'est-à-dire, derrière la critique de l'industrie, le fait de travailler dans une usine, il y a l'attaque de la figure de l'ouvrier. Donc il y a tout notre système de représentation et de valorisation de métiers, de certaines fonctions, qui est aussi à faire évoluer. Alors, dernière question avant de se quitter. Si vous pouviez mettre en place une mesure phare qui pourrait aider la France à relancer son industrialisation, qu'est-ce que vous feriez? C'est une question piège. Une mesure phare, ce qui est pas simple. Ce serait une mesure simple à l'heure où tout le monde parle de simplification. Ça serait de dire qu'une bonne norme, c'est aussi une norme qu'on applique aux autres. Et donc, il n'y a pas de raison que des produits qui ne sont pas produits dans les mêmes conditions environnementales et sociales que nous rentrent sur le territoire sans bien qu'il y ait un rééquilibrage de cette distorsion de la concurrence. Une taxe, finalement? Ça serait, alors, soit c'est une forme de protectionnisme un peu? Peut-être soit les pays se mettent en conformité et donc ça va se traduire par une augmentation de leurs coûts et donc les choses vont se rééquilibrer, soit ils se mettent pas en conformité et on pourrait effectivement mettre une taxe pour le vrai coût social et environnemental de cette production, voire je pense que certaines certains produits devraient être interdits. Alors ça, j'ai pas encore vérifié les règles de l'OMC, mais je crois qu'il y a certaines productions, si on ne veut pas les produire sur le territoire national ou si on estime qu'elles ne respectent pas nos conditions sociales et environnementales, eh bien, elles ne devraient pas avoir le droit de rentrer sur le territoire français et européen. Et c'est tout le débat qu'on a eu sur la fast fashion. Je crois que la fast fashion contrevient à beaucoup de nos objectifs et qu'on ne vienne pas me rétorquer une question de pouvoir d'achat. Je crois que personne n'a de problème avec la personne qui va acheter de temps en temps une pièce de fast fashion parce qu'elle n'a pas d'autres moyens, et encore on pourrait se rediriger vers la fast fashion, c'est la fashion rapide, c'est-à-dire toute la collection qui se renouvelle très rapidement et qui sont à très bas coût, sur des sites, sur notamment des sites internet et des applications. Voilà. Mais aujourd'hui, avec la seconde main, on peut trouver des produits de qualité qui auront une plus grande durée de vie, et que globalement, le problème, si tous les gens qui consommaient de la fast fashion avaient un problème de pouvoir d'achat et donc n'achetaient que de temps en temps une pièce, on n'aurait pas de problème de fast fashion parce que ça n'existerait pas. Le problème, ce sont toutes les personnes qui surconsomment, et ça, c'est aussi très influencé par les réseaux sociaux. Enfin, quand on achète 15-20 pièces par mois, on ne peut pas dignement invoquer la question du pouvoir d'achat pour justifier l'existence de ces modèles de production. C'est pas possible et c'est pas compatible avec nos enjeux environnementaux. Donc là, je crois qu'il faut aussi avoir un discours de fermeté face à ces modèles qui contreviennent à nos objectifs. Merci beaucoup Anaïs Voigilis. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Face aux 105 millions d'euros du milliardaire ultra-conservateur Sterrin qui veut installer l'extrême droite au pouvoir, le média lance Riposte, une contre-offensive vitale et citoyenne. C'est notre unique chance de bâtir une chaîne d'infos populaire et indépendante, capable de percer sur les réseaux sociaux et sur la TNT francilienne. Ensemble, reprenons le terrain et protégeons notre démocratie. Soutenez-nous sur campagne.lemediatv.fr. À très bientôt.